un compte en banque, un seul, à New York, alimenté par tout le pétrole d'un pays entier. En 2003, après l'invasion américaine, chaque baril de pétrole vendu par l'Irak voit son argent atterrir dans un fonds unique, hébergé à la Federal Reserve Bank de New York. Ce fonds s'appelle le DFI, le Fonds de développement pour l'Irak. Sa mission, écrite noir sur blanc, reconstruire le pays, payer les fonctionnaires et remettre debout une nation dévastée. Officiellement, cet argent a servi à ça. Officieusement, une partie a fini en voiture de luxe, en bijoux, en compte suisse et en cash empilé sur des mallettes militaires. Et dans un cas, en meurtre. C'est cette histoire que Le Revenu, aujourd'hui, va vous raconter. Toute entière, sourcée sur le rapport final de l'inspecteur général américain chargé de surveiller cet argent, le SIGIR. 9 ans d'enquête, des centaines d'auditeurs et un chiffre final qui donne le vertige. Remontons au début. En 2003, la Coalition Provisional Authority, l'administration américaine qui dirige l'Irak après la chute de Saddam Hussein, prend le contrôle de plus de 23,4 milliards de dollars d'argent irakien. 20,7 milliards proviennent directement du DFI. Le reste, 2,7 milliards, provient d'avoir saisi un peu partout dans le monde. Et c'est là que l'histoire devient surréaliste. Une partie de cet argent, soit plus de 10 milliards de dollars, va être physiquement transportée à Bagdad par avion militaire américain. Pas des virements, du cash, des liasses de billets de 100 dollars filmés sous plastique, empilés sur des palettes comme des sacs de ciment. 10 milliards de dollars en liquide, livrés par cargo militaire dans un pays en guerre. Vous imaginez le contrôle qu'on peut avoir sur un argent qui voyage comme ça ? Réponse du SIGIR, après 9 ans d'enquête, quasiment aucun. En janvier 2005, le SIGIR publie un premier audit qui documente le manque de contrôle sur les milliards déboursés par le DFI. Cet argent est exposé à la fraude, au gaspillage et à l'abus. Des enquêtes vont effectivement révéler des cas de fraude, des gens vont aller en prison et nous allons y revenir. Mais le vrai problème, ce n'est pas la fraude, c'est le gaspillage pur et simple. Chiffre final du rapport, celui qui clôt 9 ans d'investigation, le programme de reconstruction de l'Irak aura gaspillé au moins 8 milliards de dollars. 8 milliards de dollars. Pas détourné par un escroc, juste gaspillé, mal dépensé, mal contrôlé et englouti dans des projets bancals. Et pour comprendre comment on en arrive là, il faut regarder les affaires individuelles. Parce que chacune raconte à sa manière la même histoire, celle d'un système qui a perdu le contrôle de son propre argent. Le SIGIR appelle cette affaire « Life in a Free Fraud Zone », la vie dans une zone de fraude libre. Rien que le nom du dossier donne le ton. Au centre de cette conspiration, Robert Steen, un homme déjà condamné par le passé, qui devient pourtant comptable en chef de la fameuse Coalition Provisional Authority, à Hilla, en Irak. Un poste qui lui donne les clés de centaines de millions de dollars de fonds de reconstruction. Entre décembre 2003 et décembre 2004, Steen met en place un système de trucage des appels d'offres. Il attribue environ 20 contrats, soit plus de 8,6 millions de dollars au total, aux entreprises d'un seul homme, Philip Bloom, un entrepreneur. En échange, Bloom couvre Steen de cadeaux, des pots de vin en cash, des voitures de luxe, des billets d'avion en classe affaires, des ordinateurs et des bijoux. Et surtout, Bloom blanchit plus de 2 millions de dollars, soit de l'argent volé directement dans le coffre-fort du quartier général de la CPA, en le faisant transiter par des comptes bancaires en Roumanie et en Suisse. L'enquête du SIGIR aboutit à 8 condamnations, pour un total de plus de 26 ans de prison cumulée. Robert Steen écope de 9 ans de prison et doit restituer 3,6 millions de dollars. Philip Bloom, lui, 46 mois de prison et la même somme confisquée. Autour d'eux, c'est toute une chaîne de complicité qui s'effondre. Un conseiller sécurité de la CPA, un planificateur du ministère de la Défense, une lieutenant-colonel qui occupait le poste de comptable par intérim et son propre mari. Tous condamnés, certains à de la prison, tous à des amendes ou à des restitutions. Une seule affaire, un seul bureau régional, à Hilla. Et déjà, tout un écosystème de corruption organisé autour de l'argent du pétrole irakien.
Si l'affaire Blum-Steen est sordide, l'affaire Coker-Ham, elle, vire carrément au thriller. Le Sigir la présente comme la conspiration criminelle la plus significative découverte durant tout le programme de reconstruction irakien. Son centre, John Coker-Ham, un major de l'armée américaine en poste à Camp Arifshan, au Koweït, le hub logistique principal de la reconstruction irakienne. Entre juin 2004 et décembre 2005, Coker-Ham est responsable des appels d'offres pour les contrats d'eau en bouteille et de soutien logistique du programme. Son système est simple mais lucratif. Il touche plus de 9 millions de dollars de pots de vin en échange de l'attribution de contrats. Et il ne travaille pas seul. Il embarque directement dans le système sa femme, sa sœur et sa nièce. Autour de lui, plusieurs autres officiers participent, dont une lieutenant-colonel qui préside le comité de sélection pour un contrat annuel de 12 millions de dollars destiné à la construction et à l'exploitation d'entrepôts militaires en Irak. Et l'affaire prend un tour presque cinématographique. Un officier impliqué dans le système de pots de vin se suicide après avoir été démasqué. Un autre acteur clé du dossier est même assassiné. Au final, 22 personnes condamnées, 67,7 millions de dollars récupérés par la justice américaine, 57 entreprises ou individus suspendus ou définitivement exclus des marchés publics. John Coker-Ham lui-même prend 17 ans et demi de prison et doit restituer 9,6 millions de dollars. Sa femme, 3 ans et 5 mois. Sa sœur, 5 ans et 10 mois. Et sa nièce, 12 mois et 5 millions de dollars de restitution. Un contrat d'eau en bouteille devenu un système de corruption familiale avec un suicide et un meurtre en toile de fond. Et puis, il y a les cas où personne ne détourne rien. L'argent part quand même en fumée juste par incompétence ou mauvaise gestion. Prenez la prison de Khan Bani Saad, dans la province de Diyala. En mai 2004, la CPA attribue un contrat de 80 millions de dollars à l'entreprise Parson Delaware pour construire une prison de 3600 places. Le chantier prend d'abord 990 jours de retard sur le calendrier prévu. En juin 2006, le contrat est résilié pour progrès insuffisant et dépassement de coûts massifs. 3 contrats successeurs sont attribués pour terminer le travail. En juin 2007, tous les travaux sont arrêtés, officiellement pour des raisons de sécurité. Bilan final, après plus de 47 millions de dollars dépensés au total sur ce site, la prison n'est toujours pas terminée. Le site est jugé dangereux par les inspecteurs du Sigir. Plusieurs sections sont même recommandées pour démolition. Aujourd'hui encore, en 2026, le site reste à l'abandon. Coût total du gaspillage sur ce seul projet, près de 40 millions de dollars pour une prison qui n'a tout simplement jamais accueilli un seul détenu. Non loin de là, la prison de Nasiriyah connaît un sort presque aussi absurde. Le contrat initial est lui aussi résilié pour défaut avant qu'un autre contractant ne finisse le chantier des années plus tard, avec 37 millions de dollars supplémentaires. Et à côté de ces gouffres financiers, il y a les détails presque comiques du quotidien de la reconstruction. Dans un audit sur un sous-traitant du groupe Anham, le Sigir découvre une facturation de 900 dollars pour un interrupteur de contrôle dont la valeur réelle est de 7 dollars. Une majoration de 12 000%. Sur ce contrat, les auditeurs du Sigir remettent en cause près de 40% des coûts facturés. Et parfois, le problème n'est même pas la fraude ou le gaspillage local, c'est la structure même des contrats. Le Sigir pointe l'attribution à l'entreprise Kellogg Brown & Root, filiale de Halliburton, d'un contrat sans appel d'offres, plafonné à 7 milliards de dollars pour restaurer et exploiter les infrastructures pétrolières irakiennes. Le rapport est sans ambiguïté. Il s'agit du plus important contrat de reconstruction jamais attribué en Irak et du plus gros contrat de gré à gré, sans mise en concurrence, de toute l'histoire des États-Unis. Un seul contrat, sans concurrence, 7 milliards de dollars de plafond. Pour restaurer un secteur pétrolier qui, entre 2003 et 2007, subira plus de 400 attaques contre ses pipelines, ses raffineries et ses travailleurs, sans compter la corruption et la contrebande de produits pétroliers qui, elles aussi, rappelons-le, vont gréver les exportations irakiennes pendant des années. Sur l'ensemble de sa mission, de 2004 à 2013, le Sigir aura mené 220 audits, 170 inspections de terrain et obtenu 104 mises en examen pour 82 condamnations,
soit plus de 191 millions de dollars de sanctions financières récupérées par la justice. Mais derrière ces chiffres, un autre bilan, plus sombre encore. Au moins 719 personnes ont perdu la vie en travaillant sur des activités liées à la reconstruction. Le Siguir lui-même y perdra un auditeur tué par un tir indirect en 2008. Voitures de luxe, comptes suisses et comptes roumains cachent sur des palettes militaires un suicide, un meurtre, des prisons jamais terminées, un interrupteur facturé 128 fois son prix et un contrat de 7 milliards de dollars attribué sans la moindre concurrence. Bref, l'Irak aura été le plus grand laboratoire de fraude et de gaspillage de fonds publics de l'histoire récente américaine, mené ironiquement au nom de la reconstruction d'une démocratie. Dites-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de toute l'actualité géopolitico-financière.